Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors Anne, si beaucoup de personnes ici présentes vous connaissent sans doute, peut-être certaines personnes ne vous connaissent pas encore, donc je vais vous proposer une courte biographie. Avant de devenir avocate, vous avez d'abord choisi, Anne, une voie humanitaire. Vous êtes partie au Liban, en Roumanie, à Sarajevo, où vous avez travaillé sur les processus électoraux au sein de l'OSCE, et c'est là que vous avez découvert la force du droit. Après être sortie major du Centre de formation des avocats de Marseille, vous vous installez en 2003 à Nantes. Vous vous spécialisez en droit des femmes et c'est le récit des femmes et votre expérience en tant qu'avocate qui vont vous mener au féminisme. Vous êtes devenue depuis avocate pénaliste reconnue, spécialisée dans la défense des femmes victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. Vous êtes fréquemment sollicité par les médias pour vos analyses juridiques et vos prises de position sur ces sujets, notamment sur la notion de consentement, on l'a dit, et de la violence sexuelle. On vous a aussi beaucoup entendu parler lors du procès de Mazan et de l'affaire Pellico. On y reviendra. Votre engagement, il faut le souligner, va au-delà de la simple pratique du droit. Il s'inscrit dans une démarche militante qui vise à sensibiliser le public et à faire évoluer les mentalités sur ces questions de violences faites aux femmes. Alors, vous êtes fille de prof, petite nièce de Joséphine Baker. Vous avez publié en fin 2024 un livre qui s'appelle « Affaires de femmes, une vie à plaider pour elles », où vous racontez combien défendre leur cause est devenu le combat de votre vie. Vous êtes également l'héroïne d'un roman graphique intitulé « Les femmes ne meurent pas par hasard », qui est sorti à la fin de l'année dernière. Alors nous allons ensemble parler de droit, de féminisme, de violences faites aux femmes, mais aussi de l'amour, parce que vous y tenez. Mais avant de commencer, est-ce que cette présentation vous convient? Vous voulez rajouter des choses? Non, c'est toujours plaisant d'entendre parler de ma vie, mon œuvre. Pour les personnalités gothiques comme moi, c'est toujours un chouette moment. Mais c'est quand même agréable. Vous avez raison de remettre les choses en perspective parce que je crois que ce qu'il faut retenir de ce parcours comme de nos parcours, c'est que nous sommes en constante évolution et nous ne cessons de progresser sur le chemin de la connaissance que nous avons de nous-mêmes et puis des autres et puis de nous enrichir. Et je crois que notre rencontre à toutes et tous aujourd'hui, elle s'inscrit dans cette dynamique-là. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de l'invitation, merci beaucoup Christelle Bervas parce que voilà, c'est toujours extrêmement important pour moi de prendre ces temps de pause, ces temps d'échange. Je les espère cordiaux et néanmoins nourris. Et je crois que pour une avocate, en tout cas telle que moi, j'envisage ma fonction dans la société, il m'est absolument indispensable de rester, et je dirais ça de toute l'institution judiciaire en réalité, il m'est indispensable de rester connecté à la société, à nos débats, aux enjeux qui nous agitent, parce que sinon nous devenons quelque chose d'un petit îlot comme ça, totalement isolé et impénétrable. Donc merci beaucoup encore une fois de votre présence. Alors Anne, vous vous définissez comme avocate féministe. Alors qu'est-ce que c'est au fond qu'être une avocate féministe? Et plusieurs questions aussi, parce que ça veut dire est-ce que du coup vous êtes avocate féministe et vous ne pouvez plus défendre les hommes? Et j'aimerais bien surtout, avec une réponse assez courte, nous dire en fait c'est quoi le féminisme pour vous? Alors, courte. Non, faites comme vous pouvez. Ce que ce n'était pas, c'était pas une évidence. Ce que c'était une rencontre. Ce que ça continue d'être, c'est un espoir. Pas une évidence parce que, si vous l'avez dit, je suis née dans un milieu plutôt intellectuel, privilégié, où on manie les concepts. Mon père est prof de sciences éco, ma sœur est sociologue. Le féminisme n'était pas quelque chose de revendiqué à la maison. Et moi, ma rencontre avec le féminisme, elle procède vraiment du besoin de mettre un corpus théorique ou des idées ou des concepts sur ce que je rencontrais de manière empirique.
Il me fallait comprendre ce qui se jouait devant moi, et plus exactement dans ma salle d'attente et dans mon cabinet, pour remettre en cohérence ce qui m'apparaissait comme ça de manière un peu disparate. Il me fallait essayer de structurer cette expérience empirique d'une rencontre, puis d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre. Je parle de femmes, évidemment, qui, au fil des années d'expérience, venaient déposer devant moi, et je le raconte souvent, mais je crois que c'est le sens de votre question, qui venaient déposer devant moi non pas des parcours de vie identiques, nous avons toutes des parcours de vie singuliers, vous avez brièvement rappelé le mien, mais une expérience commune. Une expérience commune qui était celle de la violence, qui est celle de la violence. Et ces femmes qui viennent me voir, pas nécessairement pour se plaindre de cette violence, mais pour divorcer, pour se séparer du père de leurs enfants, peut-être parce qu'elles ont un problème au travail. Eh bien, au décours des entretiens que nous pouvions avoir, toutes me faisaient part, que ce soit, encore une fois, à l'occasion d'un événement, ou parfois, et plus souvent qu'on le croit, toute une vie, de l'expérience de la violence. Et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que derrière ces rencontres singulières qui en réalité n'en formaient qu'une, j'étais en but et en proie à ce qu'on appelle le patriarcat, à ce qu'on appelle une organisation sociale structurée autour de l'expérience et l'exercice de la violence. Et donc le féminisme, moi, est venu répondre à des questions. J'ai commencé à acheter des bouquins, à réfléchir, et puis après à rencontrer, écrire et publier. Être avocate féministe, c'est non seulement pratiquer le droit, c'est non seulement plaider, c'est porter la cause de celles et ceux, et j'ai bien dit ceux, qui me font le plaisir et l'honneur de me confier leur défense, mais c'est aussi croiser cette fonction-là avec une dimension politique et un engagement. Et cet engagement, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'est le féminisme, c'est un combat pour l'égalité. Voilà, je ne peux pas faire plus court que ça et plus simple que ça, après avoir fait le constat d'une inégalité structurelle et d'un système social et politique organisé autour d'une inégalité structurelle. Alors, considérant qu'il ne s'agit en rien d'une fatalité, j'ai décidé de mettre ma pratique professionnelle au service de cette cause-là. Et vous l'avez dit, c'est le combat de ma vie. Hier, aujourd'hui, je l'espère demain, si je continue à avoir l'énergie pour le faire, et parfois c'est très difficile. J'avais une question. Vous ne pouvez plus défendre les hommes. Ah, si, je défends les hommes. Si, bien sûr, je défends les hommes. Je défends les hommes lorsqu'ils se séparent de leur conjoint ou de leur conjointe. Je défends les hommes sur la question de la garde des enfants, sur le divorce. Il n'y a pas de détecteur de chromosomes à l'entrée de mon cabinet, aucunement, et les hommes sont parfaitement bienvenus. Néanmoins, j'ai fait le choix, il y a une bonne dizaine d'années déjà, d'arrêter de défendre des auteurs ou des mises en cause de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales. Moi, je suis avocate pénaliste, vous l'avez rappelé, j'ai prêté serment, j'ai un engagement autour de la défense pénale et de la défense en matière de droit de la famille. J'ai arrêté de défendre des mises en cause précisément parce que ça m'intéressait d'arriver devant les juges et de proposer des analyses un peu systémiques, pour prendre des grands mots. Hein. Et donc, ça m'intéressait de dépasser... Vous savez ce que c'est que la casuistique ? Les juristes, on adore les mots un peu compliqués qui nous donnent le sentiment d'appartenir à une classe particulière, donc on fait de la casuistique. La casuistique, c'est un cas après un autre, et donc nous essayons d'appréhender chaque cas dans la singularité qui est la sienne, en nous gardant à distance de... l'opinion publique, c'est plutôt sage, mais des analyses précisément systémiques. Et donc les magistrats sont un peu réticents par nature à ce qu'on vienne mettre les choses en perspective et donner des éléments de compréhension plus globaux sur les situations individuelles qui nous sont données à connaître. Et moi, par le chemin qui est le mien et par cette expérience-là, j'étais très tentée de dire que si madame ne partait pas du domicile conjugal, eh bien c'est non pas tant qu'elle aimait bien le sort qui lui était réservé, mais c'est qu'elle était sans doute sous emprise. J'aimais bien pouvoir ponctuer mes explications de
connaissances que je venais d'acquérir, donc j'en étais très fière, sur l'analyse sociologique de la condition des femmes, donner quelques repères historiques et mettre les choses en perspective. Donc ça m'intéressait beaucoup. C'était très compliqué d'être crédible dans cette posture-là, dans cet engagement qui était le mien, tout en plaidant le lendemain pour un mis en cause ou un auteur. C'est possible, hein. Moi j'ai des amis avocates qui continuent de plaider pour les prévenus et pour les victimes. Moi je crois que j'étais un peu paresseuse, où j'ai choisi une voie de facilité qui m'a coûté quand même, parce que j'ai défendu des mises en cause, j'ai défendu des violeurs, j'ai défendu des agresseurs. Je l'ai fait, j'espère, avec toute l'implication et la conscience professionnelle qui est la mienne. Mais voilà, j'ai fait ce choix qui était critiquable, qui a été critiqué, je l'entends. Mais moi c'est un choix très confortable pour moi aujourd'hui, parce que, encore une fois, ça me donne une cohérence dans les positions que je peux prendre dans le prétoire et en dehors du prétoire. Et je ne me verrai pas jamais faire marche arrière sur cette question-là, mais les hommes sont bienvenus dans mon cabinet. Merci Anne. Je voudrais maintenant qu'on passe à l'actualité, puisque le 25 novembre, c'était avant-hier, Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'aimerais bien, avant de vous entendre, Anne, rappeler juste quelques chiffres qui sont sans équivoque. Je vais prendre le temps de les lire calmement, même s'ils sont assez effrayants, mais on va les lire. 50 000 femmes tuées par un proche dans le monde en 2024, soit une femme tuée toutes les 10 minutes dans le monde. En France, plus 16% de féminicides conjugaux entre 2023 et 2024. Les chiffres grimpent, 107 féminicides, 270 tentatives, 906 suicides ou tentatives provoquées par le harcèlement. Toutes les 7 heures, une femme est tuée, tente de l'être ou poussée au suicide par son conjoint, son ex-conjoint. Une femme meurt sous leurs coups tous les 3 jours. Hors du couple, une femme victime de violences sexuelles toutes les 2 minutes. 107 femmes tuées, je le disais, en 2024, dont près d'un tiers sont des femmes de plus de 70 ans, et 153 féminicides pour cette seule année 2025 qui n'est pas terminée. Donc ces chiffres font froid dans le dos, vous en conviendrez. L'actualité, elle est violente et elle vous percute aussi, Anne, de plein fouet. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce constat ? On a déjeuné rapidement ensemble. Vous étiez ce matin, ce midi encore dans les médias, puisque un féminicide proche dans la région a eu lieu et vous étiez aussi, je crois, un peu concerné et très touché. Oui, c'est comment trouver les bons mots. Je défends des femmes qui sont en danger et qui vivent des situations de violence. J'ai beaucoup plaidé pour des femmes sans jamais les avoir rencontrées, et j'ai plaidé pour des femmes mortes. Ça m'est arrivé régulièrement. C'est une expérience étrange parce que je dois porter la parole d'une femme que je n'ai jamais vue, à laquelle je n'ai jamais parlé, et pour autant, je suis mandatée par sa famille, par ses enfants, pour l'incarner et faire en sorte que dans le prétoire, pendant quelques jours, quelques heures, eh bien, sa silhouette soit convoquée et qu'elle puisse être là, dire par mes mots sa vérité et demander de justice. Je redoutais le moment où il me faudrait plaider pour une femme morte que j'avais connue vivante. Je redoutais ce moment où je recevrais un coup de fil en me disant qu'une de mes clientes n'avait pas survécu. Et c'est arrivé. C'est arrivé hier matin. Et c'est arrivé alors que je m'étais exprimée la veille dans les médias, dans une émission que vous suivez peut-être, qui s'appelle « C'est ce soir », sur France 5, où précisément, interrogée par le journaliste, je disais que cela a été mon pire cauchemar, parce que ça me renverrait inéluctablement à ma part de responsabilité
individuelle, là où je pense que sur les féminicides, les chiffres terribles que vous avez rappelés, Christelle, nous avons une responsabilité collective, mais diluée dans l'anonymat des chiffres et diluée dans ce sentiment de responsabilité collective que nous avons, que vous avez, et votre présence ici le démontre. Eh bien, évidemment, ça ne revêt pas ce caractère douloureux que revêt cette expérience-là qui est la mienne et que j'appelais de cette formule un peu attendue mon pire cauchemar. Voilà, donc on parle de Nathalie qui a été trucidée par le père de ses enfants avant-hier, qui est une femme que j'ai accompagnée lorsque j'ai dû la défendre devant le tribunal correctionnel. Elle avait été victime de menaces de mort réitérées de la part du père de ses enfants. Et moi, j'étais intervenue à ce moment-là, en 2023, et il avait été reconnu coupable et condamné, et assez sévèrement condamné pour des menaces de mort. On pourrait en parler d'ailleurs parce qu'on constate que les jugements sont plus sévères sur ces questions-là. Et heureusement, ça veut dire qu'on comprend qu'il n'y a pas de menace de mort anodine, que c'est jamais véritablement tout à fait des paroles en l'air, et que le simple fait de le dire suppose qu'on l'a imaginé comme étant possible. Et donc, un jugement a été rendu en 2023 et des mesures de protection ont été prononcées par les juges, mais les mesures de protection, elles ne durent qu'un temps. Ce qui est terrible, c'est que Nathalie m'a demandé d'intervenir pour elle dans son divorce, ce que j'ai fait là, cet été. Et quand je l'ai saluée pour la dernière fois, elle m'a dit qu'elle était soulagée parce que tout ça était derrière elle. Et je crois qu'on a été peut-être naïfs, malgré, encore une fois, l'expérience qui est la mienne, de considérer que ça pouvait être à un moment mis derrière soi. Non, je crois que c'est toujours là, en fait, il faut vivre avec, et qu'il faut vivre avec ce danger-là, et qu'il faut vivre avec cette menace. Donc oui, je suis percutée de plein fouet par l'actualité, je suis très triste, j'essaie de contenir mon émotion, et je suis très en colère aussi, parce que je pense qu'il y a des choses à améliorer, on pourra en discuter si vous le souhaitez, pour protéger les femmes, pour continuer de les protéger. Mais je suis aussi assez réaliste et je me dis que malgré tous les outils de protection qu'on peut mettre en place, et Nathalie, elle avait un téléphone grave danger, eh bien, moi, je suis absolument stupéfaite et sidérée par la détermination des hommes qui tuent. Et voilà, j'en ai rencontré plusieurs, malheureusement, dans ma carrière, une bonne douzaine, c'est pas rien. Et à chaque fois, il y a deux traits saillants. C'est ce qu'ils développent comme idée que finalement, ils ont été conduits là, presque à leur corps défendant, et qu'ils n'avaient presque pas le choix, et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre que le besoin de se réparer, le besoin de se restaurer sur le plan psychanalytique était à ce point-là impérieux qu'il leur fallait aller jusqu'au bout. Ça, c'est le premier dénominateur commun, et le deuxième, c'est leur détermination. C'est-à-dire que le temps qui passe, on pourrait espérer que le temps qui passe fait son œuvre, eh bien non. Et malheureusement, on vient d'en avoir encore la démonstration. Merci Anne pour ton témoignage, à chaud en plus. On va revenir un peu en arrière sur l'impact de MeToo, parce que là on est un peu dans des constats sombres où les chiffres parlent et ne sont pas très encourageants. On a quand même, depuis 2017 et la vague MeToo, on a assisté à une prise de conscience quand même massive de la question des violences faites aux femmes. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on a l'habitude de dire que la parole se libère. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a pu changer pour les femmes? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Puis pour vous aussi, en tant qu'avocate, est-ce que la parole se libère vraiment? Moi, MeToo, je ne l'ai pas vu venir, hein. Ça fait longtemps que je suis engagée du côté des femmes, très longtemps, et ça fait longtemps que je mène ce combat-là. Et je n'ai pas vu cette vague, cette déferlante arriver. Les conquêtes féministes, on a l'habitude de dire qu'elles se font par vagues.
Il y a des historiennes qui trouvent que c'est complètement nul comme image, peut-être. En tout cas, on sait à peu près dater. Et nombre d'entre vous, je vois quelques cheveux grisonnants, avaient vécu des moments déterminants de l'évolution de la condition des femmes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le droit de vote, on était en retard, mais tellement en retard comparé aux autres pays européens. Et puis, donc, tous les droits politiques, hein, et ensuite, les droits reproductifs. Je ne vous fais pas la liste, vous les connaissez, mais la loi Neuwirth sur la contraception, la loi Veil sur l'avortement, que l'on vient d'inscrire dans notre Constitution, et puis les plannings familiaux qui ont fleuri. Ça s'appelait Maternité heureuse, je crois, dans un premier temps. Bref, les avancées féministes, et puis en matière de droit du travail, des lois absolument déterminantes en matière de droit du travail et d'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette question des violences restait quand même un impensé, ou l'idée de quelque chose d'impondérable finalement. Et c'est encore quelque chose de très profondément inscrit entre nous. Moi, je rencontre des femmes qui me disent que les violences, en fait, c'est comme ça, il faut faire avec, hein, serrer les dents, et puis il y a quelque chose de l'ordre de l'inéluctable. C'est une contingence avec laquelle nous devrions composer un mari violent, un père violent, un frère violent. Voilà, c'est presque dans l'ordre naturel des choses. Et ce combat-là contre les violences et cette voix presque unique qui s'est élevée en 2017 à la faveur des réseaux sociaux, eh bien, ça a été déterminant, véritablement, un avant, un après. Et dans le MeToo, vous le comprenez aisément, ce qui est important, c'est tout. Hein, c'est aussi. C'est moi aussi. Et cette capacité que nous avons eue, que vous avez eue, à nous reconnaître en communauté de destin et en communauté d'expérience. Je vous parlais tout à l'heure de l'expérience que j'avais faite dans ma salle d'attente où finalement toutes ces femmes et toutes les femmes avaient fait cette expérience de la violence. Alors à l'échelle mondiale, les choses sont devenues évidentes. Moi, je ne suis pas sûre que la parole se soit libérée parce que j'ai le sentiment que les femmes ont toujours parlé. Je n'ai pas l'impression que les femmes aient été particulièrement muselées. Alors peut-être que ce mouvement aidant, ça encourage à parler. Mais les femmes, elles parlent entre elles parlent dans leur journal intime, elles parlent dans des espaces réservés, elles parlent à leurs médecins, mais elles parlent dans les espaces qu'elles peuvent occuper. Mais ce qui m'est apparu véritablement déterminant, c'est comment les oreilles se sont débouchées, en fait. Hein. Et comment est-ce qu'il était plus possible de détourner le regard, comment est-ce qu'il était plus possible de dire « non, je n'entends rien ». C'était là et c'était incontournable. Et c'est la force du collectif. Et ce collectif, il a été mondial. À l'échelle de ma pratique, ça a tout changé, en fait. À l'échelle de ma pratique, ça m'a permis d'avoir, moi, une légitimité dans le prétoire et au-delà du prétoire que je n'espérais pas. Ça m'a permis, lorsque je faisais mes petites analyses structurelles à 2 francs 6 sous et que auparavant le juge levait les yeux au ciel ou regardait sa montre ou me demandait de passer à autre chose, eh bien là, j'avais un peu plus d'espace de parole et un peu plus de confort. Et puis, ça m'a permis aussi de demander aux politiques et aux législateurs de se saisir de la question. Parce que là, l'inaction n'était plus possible. Parce que là, il n'était plus question de faire semblant de ne pas répondre. Et donc, à partir de 2017, mais je dois dire que sur le plan législatif, ça avait commencé un peu avant, à partir de 2017, il y a eu des vagues comme ça, successives, législatives, de production du droit, qui ont quand même changé beaucoup la donne. On a parlé récemment de l'introduction du consentement dans la notion de viol. On pourra en échanger si vous le souhaitez. Mais il y a eu comme ça, à partir de 2019, le Grenelle contre les violences faites aux femmes, rappelez-vous. Et puis ensuite, jusqu'à récemment, et actuellement, il y a encore beaucoup de projets sur le bureau des assemblées, ce qui veut dire qu'il y a toujours besoin de production législative et qu'on peut toujours mieux faire en matière de droit. Eh bien, mon arsenal juridique s'est considérablement étoffé. J'entends que je parle beaucoup, mais j'ai gagné 2 choses. J'ai gagné de l'espace de parole, j'ai gagné des outils juridiques et j'ai gagné des mots. Et ça, c'est tellement important de gagner des mots. Parce que, voyez-vous, et
avec les mots, on déconstruit les idées reçues. On les remplace. Crime passionnel n'existe plus. Mais qui oserait encore parler de crime passionnel? Qui pourrait me dire que Nathalie est morte par amour de son mari avant-hier? Qui oserait faire cela? On a un nouveau mot, c'est féminicide. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est morte parce qu'il est un homme et qu'elle est une femme. On a des nouveaux mots qui nous permettent de comprendre ce que c'est que l'emprise. Parce qu'avant, on disait, mais enfin, madame, encore une fois, pourquoi vous ne partez pas, en fait? La porte est grande ouverte, allez-y. S'il vous tape et que c'est si pénible que ça, partez. On comprend ce que c'est qu'on remplace jalousie maladive par contrôle coercitif. On remplace procédure judiciaire un peu difficile par victimisation secondaire. On gagne ces mots qui nous font progresser sur l'appréhension du réel et sur la déconstruction de nos biais. Et donc moi, je suis de plus en plus riche de tous ces mots et je m'en sers parce que ce sont, encore une fois, des armes contre le sexisme, contre la misogynie, contre l'inégalité structurelle de notre société et, in fine, contre les violences faites à nous, les femmes. Est-ce que vous diriez, Anne, que les auteurs sont davantage poursuivis? C'est une vraie question. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus sévèrement poursuivis. Statistiquement, il faut quand même reconnaître que la règle, en tout cas en matière de crimes sexuels, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Les chiffres, on peut se quereller dessus, mais enfin, on sait que c'est 85-90% de classement sans suite en matière de viol et d'agression sexuelle. On sait qu'il y a peu ou prou 80 à 90 000 viols ou tentatives de viol par an en France. On sait que c'est environ 1000 condamnations par an. Donc, vous voyez, c'est epsilon. Et la règle, ça reste quand même le classement sans suite et l'impunité. Mais, il y a quelque chose qui change, je crois, c'est notre intolérance collective à ça. C'est-à-dire que, précisément, lorsque je vous parlais de la contingence, c'est comme ça, du devoir conjugal. Tiens, voilà un mot qu'on est en train de perdre, un chouette mot qu'on est en train de perdre. Devoir conjugal. Paix à son âme, devoir conjugal, terminato. Oui, mais ça, devoir conjugal, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est quoi le concept, en fait, derrière? C'est du viol conjugal. Donc, là aussi, en gagnant des mots, on gagne en liberté. Et pas que les femmes, hein. Pas que les femmes. On pourra y revenir, parce que moi, je crois que le féminisme, c'est un combat pour les hommes. Mais en gagnant des mots, on gagne en liberté. Plus de devoir conjugal. Et vous le savez, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir éradiqué ce mot de sa jurisprudence. Il y a un juge versaillais qui, il y a encore pas très longtemps, a cru très malin de prononcer un divorce auteur exclusif de l'épouse parce qu'elle se soustrayait à son devoir conjugal. Mes consoeurs, on est nombreuses, hein, des avocates au combat, il n'y a pas que moi, heureusement, on est toute une armée. Mes consoeurs ont cru bon de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et terminer le devoir conjugal. Donc, voilà, c'est ça le mouvement qui fait qu'on continue à avoir un tout petit peu d'espoir. Pour continuer sur les évolutions législatives, on voit que le Parlement italien a voté à l'unanimité une loi inscrivant le féminicide comme crime spécifique puni de la perpétuité. L'Espagne est également très en avance. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait en France? Pourquoi on est si en retard, si on peut le dire? Alors ça, c'est sûr qu'on est en retard. Hein. On est en retard sur l'Espagne à plein d'endroits. Mais si vous m'interrogez sur spécifiquement la notion de féminicide, c'est une question moi, à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que autant le mot m'est cher, autant le mot m'est indispensable. Autant dans les prétoires, lorsque
Si le meurtrier de Nathalie était jugé, évidemment que nous parlerions de féminicide et pour autant il serait poursuivi pour homicide conjugal et non pas pour féminicide. En droit français, la notion de féminicide n'existe pas. Donc c'est dans le langage courant. Mais on comprend bien ce dont il s'agit. Est-ce qu'il faut mettre ce mot dans la loi ? Il faut se méfier, hein. Il faut se méfier des fausses bonnes idées, c'est-à-dire qu'on peut, sous couvert de l'enthousiasme et de l'excitation, dire « Ok, ces nouveaux mots sont absolument tellement chouettes qu'on va les inscrire dans la loi », et puis se rendre compte que l'interprétation de la loi pénale, elle est stricte, et croyez-le, les juges et les avocats, on interprète et on décortique, et on essaie de tirer la substantifique moelle de chaque mot en fonction des intérêts qu'on a à défendre. Est-ce qu'un crime d'une femme par une autre femme, c'est un féminicide ? Est-ce que le meurtre d'une sœur par son frère, c'est un féminicide ? J'ai un dossier comme ça. Est-ce que le meurtre d'une femme hors toute conjugalité, et il y a un dossier malheureusement qui a défrayé la chronique nantaise il n'y a pas très longtemps et qui sera jugé là au mois de janvier, où une femme attendait son bus au petit matin pour aller travailler et a été lardée de coups de couteau par un jeune homme qui sortait de discothèque et qui passait devant. Est-ce que c'est un féminicide ? J'en sais rien. J'en sais rien au sens où on l'entend. Moi, je pense que le fait qu'il s'agisse de femmes, c'est pas anodin. Je pense que là aussi, la constante, c'est quand même que c'est l'homme qui tue et que c'est la femme qui est morte. Parce que les meurtres d'hommes par une femme, ça existe, hein, mais ce n'est pas un phénomène social structurel. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette définition et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre ? J'en sais rien. Moi, je préfère utiliser le mot quand ça m'arrange, quand j'en ai envie, dans les prétoires et ailleurs, et pas risquer de finalement donner des armes à ceux qui pourraient s'en servir contre les femmes en disant « Ah, halte là, pas féminicide ». Donc, est-ce que l'Espagne a eu raison de codifier ? La Belgique a codifié le féminicide aussi. L'Italie, vous en parlez peut-être. En tout cas, moi, ça, c'est pas mon combat d'inscrire ce terme-là dans la loi. C'est pas, j'en fais pas une priorité. Ce qui me semble, en revanche, déterminant, c'est de lutter contre les féminicides. Et c'est de mettre tous les moyens possibles et nécessaires pour sauver des vies. Le projet de loi cadre va dans ce sens, Anne ? Le projet de loi cadre, alors d'abord, il y a 2 projets de loi cadre. Il y a celui de la ministre, 53 propositions, et puis il y a une proposition de loi qui a été déposée par des parlementaires, co-rédigée avec des associations féministes, mais outre le fait que l'agenda parlementaire, vous le connaissez, il va falloir trouver une petite fenêtre de tir pour que ça soit discuté, et c'est pas demain la veille. Une proposition de loi cadre, qu'est-ce que c'est une loi cadre ? Une loi cadre, c'est une loi d'envergure qui entend prendre en considération et adresser tous les champs de la problématique sociale. Donc sur la question des violences faites aux femmes, c'est une loi qui va de la prévention à la formation, à la répression, à l'exécution des peines, qui couvre le domaine du travail, de la santé, évidemment des violences faites aux femmes. Donc c'est une loi d'envergure et qui... en l'occurrence pour ces 2 projets propositions de loi, milite pour une spécialisation. Très important la spécialisation. Spécialisation des juridictions, spécialisation des magistrats, spécialisation des policiers, spécialisation des avocats. Autrement dit, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment quand on s'adresse à ces questions-là parce que c'est éminemment risqué et que toujours la même chose, il nous faut comprendre de quoi on parle. Et si on ne sait pas, on ne peut pas comprendre. Bref. Donc, un projet, une proposition de loi cadre, pourquoi pas ? Encore une fois, la production législative, elle nous est nécessaire. Il y a des choses à améliorer. On pourra en discuter si vous avez des questions précises sur qu'est-ce qu'on peut mieux faire dans la loi. J'y répondrai avec plaisir. Mais une proposition de loi sans budget, je veux dire, promulguer une loi, ça coûte pas cher. Hein. Donc, là aussi, moi, je veux bien que ce soit la grande cause du quinquennat. Super. Du deuxième. C'est aussi la grande cause du premier. Mais... where is the money ? Où sont les sous ? Vous parliez de l'Espagne.
l'Espagne a débloqué 1 milliard par an renouvelé de budget à partir de 2004. Et effectivement, les résultats obtenus en Espagne sont considérables sur la chute des féminicides. En France, il y a une étude à laquelle je vous renvoie qui a été diligentée par la Fondation des femmes qui chiffre le budget dédié aux violences, à la lutte contre les violences faites aux femmes à 0,04% du budget. On est à 186 millions d'euros. Là où la Fondation des femmes estime qu'il faudrait entre 2,6 et 3,5 milliards d'euros. On serait à 1% du budget, hein. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Mais il nous faudrait ça pour avoir une politique de prévention digne de ce nom. Et donc, encore une fois, moi, une loi sans budget, sans moyens dédiés ou à moyens constants, ça me semble intéressant, mais largement loin d'être suffisant. Ok. Je voulais vous entendre aussi, Anne, sur l'accueil de la parole des victimes. Vous, comment vous travaillez avec ces femmes que vous recevez, mais aussi les policiers? Comment ces personnes sont formées? Est-ce qu'on a quand même progressé? On essaye de trouver des choses positives auxquelles se raccrocher. Oui. Je l'ai dit aussi avant-hier sur le plateau de télévision, mais ça aussi c'est un thème qui m'est important, la parole des femmes. Et encore une fois, moi, ça me renvoie à mon propre exercice professionnel. C'est-à-dire que il y a dans cette salle des femmes avec lesquelles j'ai travaillé il y a longtemps. Je ne suis pas sûre d'être aujourd'hui l'avocate qu'elles ont rencontrée il y a 10 ou 15 ans de ça, et j'essaye de me mettre au travail aussi sur ma capacité d'écoute, entendre et écouter, c'est pas facile. Il faut pas imaginer que on s'improvise comme ça, écoutante, de prime abord. Il faut pas s'imaginer que ça ne nous oblige pas à un examen de conscience et un examen de pratique très sérieux avant de pouvoir considérer qu'on est à la bonne place et au bon endroit dans cette dyade que l'on forme avec sa cliente lorsque l'on reçoit cette souffrance-là. Moi, je le dis, j'ai pu, je pense, mal agir, mal écouter, mal entendre. J'ai pu produire aussi une certaine forme de violence lorsque je ne suis pas disponible, lorsque je suis agacée, lorsque je suis agressée. Je travaille avec des femmes qui ne parlent pas le français, je parle avec des femmes qui ne parlent pas, je parle avec des femmes qui parlent trop, je parle avec des femmes qui parlent mal. C'est tout ça que je vois au quotidien. Et comment contrôler ce que ça peut me renvoyer, encore une fois. Je crois que j'ai pu, à certains moments, minimiser. Ouah, ça va, c'est pas si grave, madame. Euphémiser. J'espère que, je ne crois pas, hein, mais j'espère que j'ai jamais ironisé sur la souffrance des femmes. Pourquoi est-ce que ça me fait ça? Pourquoi est-ce que ça vous fait ça, peut-être? Parce que moi, je crois que c'est une parole éminemment révolutionnaire, au sens propre du terme. Lorsqu'une femme parle et qu'elle dit qu'elle souffre et qu'elle a mal et qu'elle ne supporte plus les violences qu'elle subit, alors c'est tout le système qu'elle vient accuser. Je crois que la violence, c'est produit par le système patriarcal, mais c'est aussi la garantie de sa perpétuation. Et je crois que les femmes qui viennent dénoncer ce système-là au prisme de leur expérience individuelle, en réalité, c'est à nous toutes et à nous tous qu'elles s'adressent en nous disant « arrêtez de me faire mal ». Et que si on entend cette parole-là, comme on l'a dit tout à l'heure, alors il n'est plus possible de faire semblant que ça n'existe pas. Et ça vient challenger notre organisation collective totale. Et je crois que nous sommes toutes et tous des maillons de cette chaîne-là. Et vous savez, on parle de déconstruction, c'est peut-être un terme un peu galvaudé ou pas tout à fait approprié, mais quand même. Venir travailler sur ses propres biais de représentation, venir travailler sur ses propres ressentis. Pourquoi est-ce qu'une femme qui dénonce un viol, on va être nécessairement suspicieux? Pourquoi est-ce qu'on va questionner l'authenticité et la véracité de ce qu'elle dit, plus que si elle venait dire qu'elle s'était fait piquer son téléphone portable?
Pourquoi est-ce que ces femmes-là ont honte de le dire, qu'elles ont subi un viol ou qu'elles sont frappées à leur domicile? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là dans le défi ou l'audace qui est fait à l'encontre de notre système? Eh bien, moi, je crois que j'ai pu être partie prenante à ça. Et je crois que si je ne suis pas vigilante, je peux retomber là-dedans. Et ça m'écorche de le dire, hein, mais ne nous l'aurons pas, c'est extrêmement compliqué d'avoir une approche féministe des choses, d'avoir une approche déconstruite des choses. C'est exigeant, c'est courageux, et parfois, on rate. Pourquoi les femmes, Anne, sont davantage en danger que chez elles, en fait, que dans l'espace public? Parce que ça, c'est une question, on a parlé tout à l'heure aussi du devoir conjugal. Pourquoi les violences naissent dans le couple? Eh bien, ça, c'est une vraie question. Je crois que le début de réponse que je pourrais avoir, c'est parce qu'on nous a appris comme ça, on nous a appris une conjugalité qui est articulée comme ça. Les narratifs dont nous sommes pétris sont des narratifs qui s'articulent, ou les représentations qui sont les nôtres, qui s'articulent autour de représentations genrées qui sont asymétriques. Et je crois que pour maintenir cette asymétrie, je vais arrêter de féminiser cette fois, cette domination, parce que ce n'est pas de l'asymétrie, c'est un rapport dominant-dominé, hein, eh bien, il y a un véhicule qui est extrêmement utile, c'est la violence. Et que l'émancipation, les tentatives d'émancipation peuvent être sévèrement réprimées par la violence. Et que, malheureusement, la violence a fait de la conjugalité hétérosexuelle et a fait de la famille son terrain de jeu favori. Là aussi, en termes de sémantique, les violences éducatives, non mais n'importe quoi en fait. C'est des violences. Alors on peut considérer que c'est le bon mode d'éducation, j'en sais rien, moi je suis convaincue que c'est le mauvais, mais vous voyez, c'est de la violence. Cette organisation de la famille nucléaire traditionnelle telle que nous l'imaginons devoir être, eh bien, elle est en soi, intrinsèquement, porteuse de violence. Je sais bien que mon discours il peut être heurtant et que vous pouvez vous dire « Ah mais oui, mais non, mais bien chez nous, en fait. » Mais là aussi, je crois qu'il faut adresser un regard franc et honnête, sans qu'on produise de la violence ou qu'on la subisse. En réalité, ce que je viens questionner, c'est l'inégalité structurelle de notre organisation. Pourquoi est-ce que les femmes gagnent toujours moins? Pourquoi est-ce qu'elles prennent toujours plus de congés parentaux? Pourquoi est-ce que dans le divorce, c'est la femme qui s'appauvrit et pas l'homme? Pourquoi est-ce qu'elles sont moins bien soignées? Pourquoi est-ce qu'elles ont moins accès à la santé? Pourquoi est-ce qu'elles sont moins représentées dans les instances dirigeantes? Enfin, je veux dire, je peux dérouler, si vous voulez, pour vous convaincre. Mais non, véritablement non, nous ne sommes pas encore arrivés à un stade d'égalité. Vous parlez de la violence aussi masculine. Là, c'est vraiment un fait de société, cette montée des mouvements masculinistes et qui viennent en fait faire peut-être reculer les avancées féministes. Comment vous voyez ça? Je voulais vous lire un tout petit passage d'une directive européenne parce que là aussi, on prend le... Maintenant, ce qui est chouette, c'est que on prend du champ et on nomme les choses telles qu'elles sont. Et si je la retrouve, ce qui serait bien, voilà, la directive européenne 2024-1385 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique dit, donc c'est le Parlement européen qui a voté ça, je cite, hein, la violence à l'égard des femmes est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l'égard des femmes, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s'agit d'une forme de violence fondée sur le genre, infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles,
les comportements, les activités et les attributions socialement construites qu'une société donnée considère comme appropriées pour les femmes et pour les hommes. Voilà, je crois que tout est dit en fait, et qu'il faut avoir le courage de ce constat-là, et c'est pas très grave. Voilà, c'est ça, nous sommes ça. Moi, la question qui m'occupe, c'est comment est-ce qu'on fait pour être moins ça ? Comment est-ce qu'on fait pour être un tout petit peu en progrès par rapport à ça ? Et vous avez raison, Christelle, face à cette question-là et à ces dynamiques et à ces mouvements féministes et à cette volonté d'émancipation, de lutte contre la violence et d'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien, il y a des vents contraires, j'allais dire des vents mauvais, qui soufflent de plus en plus fort et qui se sentent menacés par cette vague féministe. Mais ce qu'on sait, ce que les historiennes disent, j'ai rencontré Christelle Tarot il n'y a pas très longtemps, avant-hier, sur ça, et elle, ce qu'elle disait, peut-être l'avez-vous entendu, c'est que c'est à chaque fois le cas. À chaque fois, quand la loi sur l'avortement a été discutée à l'Assemblée nationale, les parlementaires disaient « mais enfin, ça va être la fin de tout, les femmes, elles vont avoir des rapports sexuels avec tout le temps et tout le monde, si... Vous voyez, c'est véritablement la fin du monde et il y avait des mouvements réactionnaires très puissants. Là, ils sont quand même extrêmement puissants, ces mouvements réactionnaires. Je ne parle pas qu'en France, mais les pouvoirs politiques mondiaux, états-uniens, argentins, polonais il y a peu, et hongrois, et puis je pourrais parler évidemment de l'Afghanistan et de l'Iran et de tant d'autres pays où la condition des femmes est absolument abominable. Et vous voyez, le féminisme, ça fait ça quand même. C'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir des analyses qui traversent les frontières et de se sentir en communauté d'esprit, de destin et de conditions avec les femmes du monde entier. Mais ces mouvements réactionnaires-là, ils sont puissants. Et qu'est-ce qui est contesté ? Vous vous rappelez de Simone de Beauvoir qui disait « il suffira d'une crise » et immédiatement, il y aura un retour en arrière. Je ne l'ai pas bien cité, parce que je ne connais pas la citation par cœur, mais l'idée, c'était ça. Qu'est-ce qui est contesté en premier lieu ? Eh bien, c'est nos capacités reproductives, c'est la liberté de disposer de nos corps, parce que tout ça est un combat pour le contrôle des corps des femmes. Et moi, c'est l'autre trait saillant qui m'apparaît après 25 ans de combat. Pourquoi est-ce que tout continue de s'articuler autour de la question de la maîtrise du corps des femmes, de leur sexualité, de leur capacité à aller et venir, de leur manière qu'elles ont de s'habiller ou de ne pas s'habiller, d'être grosse ou pas grosse, d'être vieille ou pas vieille, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir avorter, de pouvoir ou pas avoir des enfants. On n'en finit pas de devoir se battre pour pouvoir jouir librement de nos corps en 2025. Et bien ça me met toujours extrêmement en colère et je constate que les mouvements masculinistes sont puissants et qu'ils ne réclament qu'une chose, c'est d'avoir le contrôle sur nos corps. Je crois qu'il n'est pas question de les laisser gagner. Comment changer les schémas d'éducation, Anne ? Et on a 10 petites minutes pour finir, parce qu'il y a un mot quand même que vous avez tenu à ajouter dans le titre de vos propos et de votre conférence aujourd'hui, c'est le mot amour. Alors ça serait bien qu'on prenne un petit peu de temps pour développer cette notion qui est très importante. Donc comment changer ces schémas d'éducation et puis et l'amour dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Bah ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai, merci. J'avais envie d'en parler un peu avec vous parce que là aussi, moi, on a besoin de ça, parce que sinon c'est trop dur. Et au risque de vous surprendre, je pense que il n'y a aucun crime, aucun viol par amour, évidemment. Mais je pense que beaucoup d'hommes que j'ai croisés dans les prétoires aimaient leurs femmes.
Je ne veux certainement pas romantiser le crime, vous m'avez bien compris. Je ne cherche pas, certainement pas, de circonstances atténuantes ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas contester à qui que ce soit l'authenticité et la sincérité d'un sentiment amoureux. Je peux contester la manière dont celui-ci s'exprime et dont finalement donne prétexte à l'exercice du pouvoir. Ça, oui. Mais, là aussi, la grande question qui me taraude et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est comment devons-nous faire pour réinventer l'amour ? Le titre n'est pas de moi, il est de Mona Chollet. Et je vous invite à lire ce livre si ce n'est déjà fait. Mais comment est-ce qu'on peut, là aussi, réinventer nos narratifs ? Comment est-ce qu'on peut réinventer, même à l'âge qui est le nôtre, nos manières de faire couple, nos manières de faire famille, nos manières de faire l'amour, nos manières d'envisager notre conjugalité. Parce que, encore une fois, et moi je crois que rien de tout ça n'est de l'ordre de la fatalité. J'ai un mari, donc c'est vous dire si je suis magnanime avec les hommes. J'ai un mari qui a lui aussi évolué, qui lui aussi a cheminé. Et je vois comment est-ce que, couple, nous avons aussi avancé dans le souci que nous avons de faire égalité. En plus, je fais des rimes. Et tout ça est un chemin. Et l'objectif, c'est précisément d'essayer de faire l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je dressais ce portrait et ce tableau un peu noir de la famille ou du couple comme théâtre privilégié de la violence. Moi, je crois profondément qu'on peut avoir d'autres narratifs et d'autres exemples et d'autres modèles. Et ça commence par l'accès au corps. Et ça commence par l'accès à la légitimité d'avoir accès au corps de l'autre. Parce que ce soit dans les violences conjugales, que ce soit dans les viols, que ce soit dans les féminicides, la constante, c'est le sentiment de légitimité qu'ont les agresseurs à pouvoir avoir accès au corps de la femme. On a parlé du consentement, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu en parler. Quelle idée nous faisons-nous de la légitimité des hommes à avoir accès au corps des femmes ? C'est toujours la même question, et on retombe sur cette notion de devoir conjugal pour le couple. Je crois que ça commence très tôt. Moi, j'ai dans mon entourage des très petits-enfants, mes beaux petits-enfants, et j'essaye, je m'évertue, par exemple, de leur demander l'autorisation avant de leur faire un bisou. Ça peut vous paraître pousser le bouchon un peu loin, mais moi, je ne crois pas, en fait. Moi, je crois que ma petite Adèle, lorsque j'ai super envie de lui faire un bisou, ça arrive souvent, je lui demande « Est-ce que je peux te faire un bisou ?» La plupart du temps, elle dit oui, des fois, elle dit non, et tant pis pour moi. Mais très bien, au moins, je crois que, et c'est pareil pour le petit Gaspard, ils auront appris qu'on ne peut pas avoir accès à leur corps comme ça, juste parce qu'il y a un rapport de domination. Il y a un rapport de domination entre les adultes et les enfants. Et au nom de quoi devrions-nous nous arroger tous les droits, y compris celui d'avoir accès à leur corps ? Donc le patriarcat, y compris dans ce qu'il a de pire dans l'expression de l'accès au corps des enfants, et je pense évidemment à l'inceste, parce que vous avez rappelé les chiffres noirs de notre société, mais ne nous privons pas de rappeler que Édouard Durand disait encore il y a peu 3 enfants dans les classes de nos enfants, 3 enfants victimes d'inceste. C'est un fléau de notre société. Eh bien, je crois que tout ça passe par des modèles d'éducation, je crois que ça passe par des narratifs, je crois que ça passe par une production littéraire, artistique, cinématographique, qui nous propose d'autres manières que le prince charmant et la princesse, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, moi j'aimerais d'autres histoires à raconter à mes enfants et mes petits-enfants, où chacune se sentirait bien plus libre d'être ou de ne pas être ce qu'il veut. Merci Anne. Alors on va peut-être s'arrêter là, donc de dire que le droit est essentiel, mais il ne peut pas tout. Que c'est notre manière peut-être de penser les relations, l'égalité et l'amour qui va pouvoir faire qu'on évolue en profondeur.
et que le féminisme n'est pas une menace, Anne. Ah ben non, bien au contraire, et peut-être boucler et finir par ce par quoi on a commencé. Loin d'être une menace, c'est un projet politique, le féminisme. C'est pas simplement des manifs avec des nanas habillées en violet qui portent des pancartes, je te crois. Hein. C'est pas ça le féminisme, c'est ça, mais c'est pas que ça en fait. Le féminisme, c'est un projet de société, c'est un projet politique, c'est toute une philosophie. Il faut lire l'ouvrage de Camille Freud-Vaumétairie qui s'appelle Théorie féministe, qui vient d'être publié au Seuil, c'est gros comme ça. Et c'est une vraie manière de se penser, de nous repenser, de penser notre rapport au monde. Moi, le féminisme, ça m'a fait devenir écolo. Parce que je crois que les rapports de domination, une fois qu'on les met à jour, alors ils nous éclatent à la figure. J'ai un rapport au vivant, enfin j'essaye, d'avoir un rapport au vivant, à la nature, aux animaux, aux enfants, à la performance, qui soit plus apaisé. Moins du côté de... moins productiviste. Là aussi, peut-être, pardonnez-moi, les mots me manquent un peu, mais je vois des connexions profondes. Et il y a une théoricienne qui s'appelle Françoise Daubonne, qui a théorisé ce qu'elle appelle l'écoféminisme, et qui met en lumière les parallèles entre l'exploitation capitaliste et l'exploitation du vivant et l'exploitation des femmes. Bien sûr que le sentiment de légitimité de pouvoir exploiter et d'avoir accès à des territoires qui ne sont pas défrichés, d'exploiter les ressources naturelles, de faire pousser des poulets comme on fait pousser des carottes. Bien sûr que tout ça participe des mêmes logiques et des mêmes logiques de domination, je crois. Et ben moi, ça m'amène là, mon féminisme, en fait. Et je n'anticipais pas, je vous assure. Et je suis en train de devenir presque végétarienne. Bon, j'ai mangé un peu de jambon ce midi. Mais voilà, ça m'amène à me réinventer, à me repenser. Et c'est quand même chouette de pouvoir s'offrir ça, la liberté de choix, la liberté de choisir qui on a envie d'être. Donc le féminisme, c'est aussi une invitation à la liberté pour les hommes, et j'en termine là. Parce que moi, je trouve que ça doit être extrêmement épuisant d'être un homme, en fait. Ça doit être extrêmement épuisant d'être enjoint sans cesse à la performance, au contrôle des émotions, à la puissance qui se confond tellement facilement avec la violence. J'aurais pu vous parler de cet homme qui, après avoir assassiné la mère de ses 3 enfants, a dit à la fin du procès qu'il n'avait pas su faire autrement. « J'ai pas su faire autrement ». Et ben, je crois que si cet homme avait été féministe, il aurait trouvé d'autres pistes plutôt que celle de cette réappropriation ultime. Donc, messieurs, vraiment, je vous invite au féminisme. Voilà. Merci beaucoup, Anne.